Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Le 31 mars dernier, le collectif national des associations d'obèses, le CNAO, a organisé un colloque sur l'obésité en France et dans le but d'interpeller le futur ou la future présidente de la République. Grégoire Leray et Corentin Alonso ont pu échanger avec les différents intervenants de la journée. On les écoute. Liberté, égalité, obésité. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Luc Bouillot. Bonjour. Bonjour. Donc, vous étiez chirurgien viscéral et digestif et vous avez participé à la colloque du CNAO. En quoi consistait votre métier ? Eh bien, métier de chirurgien, c'est faire un diagnostic, opérer des patients, assurer le suivi. Et ceci est particulièrement important dans le cadre de la chirurgie de l'obésité, ce qui est traditionnellement appelé la chirurgie bariatrique. Et donc, vous avez arrêté votre travail il y a 2 mois. Et c'était important pour vous d'être ici, même si vous n'exercez plus ? Oui, je crois parce que d'abord, on reste avec son métier. Et le métier de chirurgien, c'est à la fois un métier technique, mais particulièrement dans le cadre de la chirurgie de l'obésité, c'est une rencontre avec un professionnel et des patients, leurs souffrances. Et on ne peut pas oublier ça du jour au lendemain. Justement, au cours de la journée, vous étiez au contact de médecins généralistes, de patients, de présidents d'associations. C'était important de confronter les opinions et de discuter de ça aujourd'hui ? La médecine et la chirurgie a beaucoup évolué au cours des 30 ou 40 dernières années. Quand j'étais jeune, le chirurgien était tout puissant, il prenait les décisions tout seul, que ce soit pour opérer des urgences, opérer des cancers, encore on ne faisait pas beaucoup de chirurgie de l'obésité à l'époque, alors que maintenant, la prise en charge d'un patient d'une pathologie, qu'il s'agisse même d'un cancer ou de l'obésité, nécessite la présence de spécialistes et de professionnels de plein de disciplines. Et dans le cadre de l'obésité, la chirurgie bariatrique ne peut se concevoir qu'entourée d'une prise en charge préopératoire et d'un suivi post-opératoire long, permanent, car les patients obèses auront toujours à gérer leurs problèmes de poids jusqu'à la fin de leur jour, même s'ils ont été opérés avec succès. Et justement, comment il se passe ce suivi ? Comment il faut faire pour l'améliorer, s'il y a besoin de l'améliorer ? Et est-ce qu'il a évolué depuis des années ? Le suivi des patients obèses opérés est un vrai problème qui a été soulevé par les pouvoirs publics il y a déjà plusieurs années. L'Académie de médecine avait fait un rapport sur ce sujet il y a 2-3 ans, montrant que le suivi était une des failles de la prise en charge de ces patients. Et ce suivi n'est pas bien assuré, sans doute pour plusieurs raisons. D'abord, les patients, les chirurgiens, ils disent « j'ai opéré le patient, maintenant c'est à lui de se prendre en charge ». Et c'est une erreur parce qu'il faut les aider, parce que les médecins traitants ne se sentent pas toujours aussi impliqués qu'ils ne devraient l'être, et que les patients, ils n'ont plus envie d'être dans un cadre médical. Souvent, ils se considèrent comme guéris, ils ne veulent plus avoir l'étiquette d'obèses ou d'anciens obèses. Et donc, au bout de quelques années, ils abandonnent le suivi. Et c'est au bout de quelques années qu'on peut avoir des soucis, notamment nutritionnels, vitaminiques, et qu'on peut se retrouver avec des carences. Et le principal problème, une reprise de poids. Et donc, pour améliorer tout ça, il faudrait un changement des mentalités ? Il faut beaucoup de choses. Il faut que le suivi soit pris en charge par la collectivité. Et donc, d'être aidé par une psychologue ou par une diététicienne, ça ne coûte pas au patient. Et donc, que ce soit pris en charge dans le cadre du parcours du patient bariatrique. Il faut que le patient ait bien connaissance de tous les soucis que peut engendrer la chirurgie, c'est-à-dire qu'elle est très efficace, mais elle a des effets secondaires notamment sur les problèmes de carence et carence vitaminique. Et donc, il faut que les patients aient compris que quand ils ont été opérés, ils ont opéré avec des conséquences pour le restant de leur jour. Et donc, ce n'est pas tout à fait anodin de se faire opérer. Et donc justement, une dernière question pour finir. Qu'est-ce que vous espérez, vous, dans le futur, pour améliorer et pour toucher à la perfection sur ces suivis ? Oh, la perfection, c'est un bien grand mot, mais c'est une prise de conscience des professionnels de santé. Et dans le cadre de l'obésité, il y a les médecins nutritionnistes, les psychologues, mais des psychologues qui connaissent bien l'obésité, c'est une pathologie bien particulière, les diététiciens, les entraîneurs sportifs, et les chirurgiens. Il faut que tout le monde ait bien compris que l'obésité est une maladie au long cours, c'est une maladie chronique, et que la seule façon
Elle a besoin donc d'une prise en charge sur le long terme, y compris chez les patients opérés qui ont bien perdu du poids. Et, et cette prise en charge, elle doit être comprise par les professionnels et financée par les pouvoirs publics. Merci Jean-Luc Bouillot d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous étiez chirurgien viscéral et digestif et que vous avez pris votre retraite il y a de cela 2 mois. Merci d'avoir été avec nous sur Sensation. Liberté, égalité, obésité. Je suis avec Madame Linda Amedia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente donc de l'association La Ronde des Formes, une association que vous avez fondée. Oui. Et vous avez donc participé le 31 mars au colloque de la CNAO, le collectif des associations nationales d'obèses. Alors, donc, Linda, pourquoi est-ce que vous avez créé cette association, La Ronde des Formes? En quelle année et quels étaient les objectifs de départ? L'histoire, elle est longue, mais je vais essayer d'être très, très synthétique. L'association, c'est vrai qu'elle a été créée d'abord en informel en 2009, puis elle s'est, au fil des années, officialisée en 2013. Au démarrage, c'est parti d'un petit témoignage d'une personne qui a été victime de discrimination de la part d'un professionnel. Qui m'a appelé SOS, mais vraiment de façon très très large. D'un professionnel de santé. Oui, discrimination d'un professionnel de santé. Et à partir de là, je me suis dit, il y a un problème dans notre société de la non-reconnaissance et je ne pouvais pas imaginer qu'un professionnel soit discriminant. Bref, à partir de là, la petite aventure a démarré. On a commencé par 1, par 2, par 3. Aujourd'hui, on est au moins à 260 adhérents. Donc, il y avait un besoin au niveau du territoire. On intervient notamment en Seine-Saint-Denis, dans le 93, mais bien entendu, nous accueillons toutes les personnes de tous les départements. Pourquoi ? Parce qu'on met en place des activités en visio suite à la crise sanitaire qui nous a amenés à innover pour éviter de laisser les personnes seules. Et au cours de ces activités en visio, quels sont les sujets que vous abordez ? On a tenté de faire et on a mis en place, et ça a très bien, heureusement que c'était là, parce que juste pour, je répondrai à votre question, on s'est rendu compte que les gens ont sombré dans la dépression. On avait beaucoup de personnes qui s'enlisaient dans la dépression. De confinement. Exactement. De crise sanitaire. Exactement. Donc on a mis des ateliers diététique, nutrition, de l'éducation nutritionnelle comme on met ordinairement. On a mis de l'éducation physique qui était assurée bien sûr par des professionnels aguerris. Nous avons mis en place en visio aussi des groupes de parole animés par des psychologues cliniciens qui ont l'habitude d'intervenir et qui connaissent cette pathologie et qui ont de l'empathie pour ce public atteint de cette maladie. Voilà comment on a fonctionné un petit peu et comment on a innové, comment on est resté ouvert dans ce contexte de catastrophe sanitaire que nous avons tous subi et vécu. Alors la tendance aujourd'hui était plutôt à l'amélioration en 2022 des sujets liés à cette thématique de l'obésité. Vous qui donc suivez cela depuis 2009, est-ce que vous avez remarqué donc depuis toutes ces années cette amélioration ? Vous l'avez noté ? Oui, bien sûr, 2009, je ne peux dire que les choses se sont améliorées. Moi, je sais, quand on a commencé, on a accueilli pas mal, j'ai pas le chiffre en tête aujourd'hui, mais un bon nombre de personnes qu'on appelait ou qu'on appelle toujours les perdus de vue. Aujourd'hui, mon constat, nous accueillons moins. J'entends moins les personnes qui arrivent dans l'association dire j'ai été opérée dans telle structure, mais on m'a jamais expliqué en telle année, Voilà, j'ai moins ça. Certes, ça c'est un constat que je peux pas ne pas reconnaître. Ceci étant, il y a nécessité d'améliorer cette prise en charge, ce parcours, par la coordination, une meilleure articulation des professionnels sur le territoire. Pour moi, une reconnaissance, donner la place aux patients pour s'approprier son parcours de soins, mais pas seulement, il faut qu'il s'approprie son parcours de vie. Donner aussi, reconnaître la volonté, l'engagement des associations qui reste aussi un lieu important où les personnes viennent déposer leurs mots MOTS et MAUX dans la bienveillance.
Moi, c'est ça que j'attends, et une reconnaissance. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et elle est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation.